Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière discussion qu'on peut avoir pendant cette session. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière discussion qu'on aura, puisque la prochaine session recommence en janvier 2023, mais pour cette session qui se termine dans un peu moins d'un mois maintenant, hein, et ben, c'est notre dernière discussion et donc pour vous la dernière occasion et éventuellement de poser des questions ou de nous donner un témoignage. J'en profite pour ceux que ça intéresse pour vous dire que donc oui, la prochaine session commencera fin janvier, troisième semaine de janvier. J'oublie toujours les dates Le exactes, mais je crois que c'est 23. le 23. Et voilà, et se déroulera jusqu'au mois de juin. Donc pour ceux qui n'auraient pas le temps de faire tous les examens au cours de cette session, enfin les examens que vous avez envie de faire, les MOOC que vous suivez, vous pouvez toujours recommencer en janvier en simplement garder à l'esprit que les examens sont différents d'une session à l'autre. Donc, si vous recommencez un MOOC, si vous ne le finissez pas maintenant, eh ben, vous recommencerez une nouvelle session. Alors, les cours seront les mêmes, mais par contre, les examens, il faudra repasser tous les examens puisque il n'y a pas de, il n'y a pas de continuité des examens. Donc, vous ne pouvez pas transférer les notes que vous avez pendant cette session à la prochaine session. La deuxième info pertinente maintenant, c'est que donc on a notre fameux examen en ligne pour le certificat le 15 décembre prochain. Donc pour ceux qui auraient passé 7 MOOC, donc les MOOC du Papaco plus un MOOC sur le développement, ou alors le MOOC AMP si vous avez fait tous les autres MOOC, enfin, au moins 7 MOOC, il faut vous inscrire, démontrer que vous avez passé les 7 MOOC en envoyant l'attestation des 7 MOOC, et à ce moment-là, passer l'examen le 15 décembre. C'est un examen un peu plus compliqué que l'examen des cours, hein, puisque ça couvre tous les sujets. C'est surveillé. Si tout se passe bien, ça vous amène une autorisation, pas une autorisation, pardon, un certificat en ligne de l'Université Saint-Goard. Donc, c'est un vrai diplôme. Mais comme on peut le passer qu'une fois dans notre histoire, je vous conseille d'arriver bien prêt parce que si vous ratez, ben, c'est fini, quoi. OK, voilà les infos. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose. Madeleine, tu peux me corriger? Non, juste pour l'examen, il n'y a pas de question piège. La grande difficulté, c'est le temps. Donc, vous avez 2 heures pour faire l'examen. Donc, c'est une question, il faut savoir, il faut connaître vos sujets et tout simplement, il n'y a pas de question piège. Mais effectivement, vous Non. n'avez qu'une seule tentative. Je vois qu'il y a une question. J'aimerais bien avoir le certificat, mais je me demande comment ça se passe. Alors, Geoffroy vient d'expliquer, hein, il faut avoir validé tous les MOOC et ensuite passer l'examen supplémentaire qui aura lieu le 15 décembre. Je peux poster le lien pour candidater. Et au moment de la candidature, il faut bien il faut bien envoyer toutes vos attestations par mail sous 48 heures. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape, le 15 décembre. Et ensuite, redémarrage des sessions. En 2023, on devrait avoir l'opportunité de mettre à jour un certain nombre des MOOC, notamment le GAP, où quelques sujets méritent d'être mis à jour, en particulier les conventions internationales et les choses comme ça, puisque depuis qu'on a tourné les premières séquences, évidemment, un certain nombre de choses ont un peu évolué, c'est tant mieux, hein. Donc, il faut qu'on remette à jour quelques séquences, mais sinon, globalement, rien qui soit dépassé dans ces cours. Mais en tout cas, on le fera en 2023 et on espère pouvoir mettre en place un nouveau MOOC courant 2023 pour compléter les 7 qui existent déjà sur la plateforme. 2024 aussi, 2025 aussi, ce qui veut dire qu'il y aura d'ici 3 ans 10 MOOC en ligne, plus quelques MOOC de partenaires avec lesquels on travaille actuellement qui seront tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, en ligne sur la plateforme, notamment sur les zones humides ou sur l'écotourisme, etc. Ce n'est pas nos MOOC, mais c'est des MOOC qui sont développés par les partenaires et qui devraient, début 2023, être disponibles sur MOOC Conservation, donc qui viendront à s'ajouter à notre panier. Voilà les infos, les dernières infos.
Bonjour, Combien vous êtes? Bonjour. c'est Bella du Cameroun. Bonjour. Vas-y, Bon, vas-y. Bella. oui, oui. Bon, justement, je voudrais savoir, bon, le rattachement de ces formations. L'UCN, c'est au Cameroun, je sais, nous suivons. J'ai travaillé au ministère des Forêts pendant un bon temps. Je suis informaticien là-bas, enseignant dans les universités. Ouais. Bon, je ne sais pas si on peut étendre, comme c'est une formation continue, avoir la possibilité d'étendre ces formations pour les populations. Il y a des parcs où nous suivons les gens à pas assez de connexions. Est-ce qu'on peut avoir des formations décentralisées à leur niveau? Qu'est-ce que tu entends par formation décentralisée? Plus on a un problème de connexion Internet, surtout pas au niveau des villages. Ouais. Au niveau des villages. Mais pour faire le suivi écologique, surtout la conservation des écosystèmes, on a besoin de former des villageois. Ouais. Alors, Et essayer évidemment, de réfléchir comment. ouais. On, Non, mais c'est une bonne réflexion. Le, les MOOC, tels qu'on les a mis en place, c'est justement euh, pour permettre d'aller le plus loin possible vers les utilisateurs potentiels, les gestionnaires d'aires protégées, les partenaires des gestionnaires, mais pourquoi pas les populations. Évidemment, la condition là-dedans, c'est qu'ils puissent se connecter, mais, mais nous, à notre niveau, on peut rien faire d'autre que ça. C'est-à-dire que là, en ligne, tout est disponible. Pour rappel, pour vous tous, on peut charger les vidéos en basse définition, donc on peut très bien même suivre les cours sans être vraiment connecté, parce qu'on peut se connecter en ville, charger les vidéos sur une clé USB ou sur un ordinateur, et ensuite utiliser, ou un téléphone, ensuite utiliser ces vidéos qu'on a chargées de façon décentralisée, comme tu dis, donc dans un village. Mais nous, on ne peut rien faire de plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans chaque village de chaque pays. Actuellement, vous êtes déjà 9300 et quelques étudiants en ligne, ce qui est déjà pas mal, donc qui sont inscrits, qui font les cours. Donc ça, c'est formidable. Mais je suis complètement d'accord hein, avec ta question. Il y a une autre couche de gens, il y a une autre étape. Mais ça, malheureusement, nous, on ne peut pas les atteindre, sauf s'ils font comme vous, c'est-à-dire qu'ils se connectent et qu'ils ouvrent la plateforme, etc. Donc là, après, les relais, c'est vous, c'est les ambassadeurs. On a la chance d'avoir un très beau réseau de gens qui nous aident à aller encore plus loin, à aller dans les universités, à aller parfois dans des villes, et dans des villages. Mais il n'y a pas de réponse, enfin, à moins que toi, tu aies une idée, hein, mais nous, on n'a pas trouvé de réponse absolue pour s'assurer que effectivement les cours vont atteindre les utilisateurs les plus lointains, et très important, hein, mais simplement, c'est la technique qui nous manque. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. L'UICN qui organise cette plateforme, en fait, qui dirige cette plateforme. Et s'il n'y a pas un accompagnement prévu pour les autres dans nos villages, là où il n'y a pas les aires protégées, c'est prévu pour accompagner les populations, mais c'est plus que même pour le suivi des écosystèmes, parce qu'il n'y a pas les aires protégées partout. Ouais. Non. Ben, merci pour la question, hein, qui est une question qu'on a assez souvent, que je résume parce que je pense que beaucoup de gens ont mal entendu comme moi, puisque la connexion est mauvaise, mais
qui est de comment est-ce que nous, en tout cas UICN, on pourrait, au-delà des cours qu'on met en ligne, aider, par exemple, les populations, notamment dans le suivi écologique, etc., mais enfin dans tous les aspects, j'imagine, de la gestion de la nature. Bon, mais ça, on ne peut pas… MOOC Conservation, ben, vous voyez, c'est devant vous, hein. C'est Madeleine et c'est moi. Donc, évidemment, partant de là, on ne va pas aider les villages de la RD Congo, tous les villages de la RD Congo, etc., etc. C'est juste impossible, hein. On fait ce qu'on peut, nous, avec cette plateforme, qui déjà, c'est un gros travail, évidemment, de maintenir la plateforme, les examens, etc., etc. Et puis, on a aussi toute l'initiative Youth Conservation là, pour les enfants qui tourne en parallèle. Mais après, voilà, c'est ce que je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les relais, ben, c'est vous tous, hein. Une fois formés, c'est vous qui pouvez aider les utilisateurs directs, voire aider à avoir plus de formés, hein. Mais nous, malheureusement, on ne peut pas. Et l'UICN en tant que tel, pour élargir la discussion au-delà de la petite équipe qu'on est, l'UICN fait un certain nombre de projets dans différents pays, différentes zones, mais voilà, bon, ça ne répond pas aux enjeux de l'ensemble du continent africain, hein. Là, c'est vraiment chaque personne, chaque citoyen qui peut faire sa petite part. Nous, on fait la nôtre, mais enfin, on espère en tout cas. Vous pouvez toujours, c'est le moment jamais de nous dire que ce n'est pas le cas, mais après, comment ça percole jusqu'au terrain, ben, c'est ça. Encore une fois, je mentionnais tout à l'heure les ambassadeurs qui font par exemple un relais entre nous et des utilisateurs locaux dans des villes, dans des pays, etc. Et ça, déjà, c'est formidable. Mais non, l'UICN n'a pas de fonds, n'a pas de moyens, n'a pas de personnel pour aller aider les gens dans les villages, etc. Ça, c'est pas l'UICN, rappelez-vous, c'est une organisation chapeau, c'est une organisation qui est faite de membres qui eux-mêmes peuvent faire ça, hein, un certain nombre d'ONG le font, mais ce n'est pas une organisation qui va directement sur le terrain. C'est une faiblesse et une force parfois, mais en tout cas, c'est comme ça. OK. Alors, on a une main levée chez Mouktarou. Merci. Merci, Bella, pour la question. Alors, Youssouf, bonjour pardon. bonjour à tout le monde. Je veux partager en fait une expérience avec mon compatriote Bella du Cameroun. En fait, ce que nous, on a eu à faire après avoir suivi ce genre de cours ou bien ce genre de MOOC, ce qu'on fait, c'est généralement aller dans des villages et dans des localités où on essaye de matérialiser en fait les différentes techniques. Je prends l'exemple de ce que nous avons eu l'habitude de faire sur la conservation ou bien la restauration des paysages, où un certain nombre de pratiques ont été développées, où nous avons été formés par un certain nombre d'organisations sur la technique des ailes dans la région de l'Est, les techniques de compostage et autres. Et nous avons, à travers une plateforme, le MOOC Agri Consulting, où nous sommes descendus sur le terrain durant une semaine. On a essayé d'échanger avec des agriculteurs. Nous avons décelé déjà à l'avance les différentes difficultés qui se posaient face à la dégradation des paysages et nous avons apporté des solutions à notre niveau. Bon, pour ce faire, cela nécessiterait bien sûr déjà une plateforme et ça nécessiterait aussi un certain nombre d'accompagnements et une certaine motivation. Donc, c'est dans ce sens que nous avons eu à mener ce type d'action et séances tenant dans chaque organisation de producteurs. On a identifié des facilitateurs où nous avons gardé les contacts et avec ces facilitateurs, de temps en temps, on partageait des informations. S'ils ont des difficultés, ils les partageaient avec nous via la plateforme WhatsApp que nous avons créée. Et pour moi, il y a des villages où nous avons réussi et il y a des villages où on n'a pas vraiment réussi parce que voilà,
déjà l'action que nous avons commencé à mener dans des villages où ça n'a pas réussi, c'est qu'il n'y avait pas une forte mobilisation, il n'y avait pas une implication des personnes. Ça, c'était une difficulté réelle, mais là où les personnes étaient assez mobilisées, on parvenait à atteindre l'objectif escompté. Et avec cela, on pense que avec les retours que nous avons là où ça a réussi, on est parvenu à améliorer le système de production, que ce soit au niveau du ménage agricole, où des personnes ont pris connaissance d'un certain nombre de facteurs, d'un certain nombre de pratiques, des pratiques d'agroforesterie, par exemple, où des gens faisaient des jardins derrière les maisons et ils ont vraiment apprécié. Et je pense que pour ce qui est de ce MOOC, on devrait aussi créer ce genre de cadre de concertation avec des personnes volontaires. Pourquoi pas nous qui sommes au Cameroun, comme tu es mon compatriote, pourquoi pas, on peut par exemple mettre en place une petite plateforme où on peut se déployer au niveau des communautés où on va rendre la formation pratique. Parce que pour moi, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que ça aille vers la base. Si aujourd'hui, avec toutes les connaissances, toutes les compétences que nous sommes en train d'acquérir sur cette plateforme, on les garde comme ça pourra pas nous aider. Donc, pour moi, je suis disponible. S'il y a ce genre d'initiative, je suis vraiment partant. On peut s'asseoir, on réfléchit, on met en place un cadre et puis on descend sur le terrain, on rend cela assez facile. Donc, merci. C'était juste ça que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. Non, c'est une très bonne illustration de ce que je disais. Et effectivement, on a des exemples un peu à gauche, à droite, dans différents pays de ce qui se passe exactement comme ça. Donc, c'est une question de s'approprier les outils et les connaissances pour ensuite les rapporter un cran plus loin. Et il y aura toujours un cran plus loin, hein, mais si chacun, comme on vient de le dire, fait une partie de la diffusion, bah, finalement, ça finit par diffuser partout ou presque partout. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours des limites. Mais voilà, en tout cas, UICN et Papaco, on ne peut pas tellement aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait. On y réfléchit. Espérons qu'en 2023, on pourra accompagner un certain nombre de ces initiatives, peut-être à titre expérimental d'ailleurs. Hein. Ça, on y est ouvert. Hein. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les volontés, à tous les besoins de tous les villages, de toute l'Afrique. Ça serait juste impossible. D'ailleurs, personne ne peut le faire. C'est donc à chacun dans son coin, dans sa ville, dans sa région, d'essayer de faire sa petite part. Et comme on vient de le dire, c'est comme ça qu'à la fin, on aura un impact. Parce qu'effectivement, si les cours, ça s'arrête juste à les regarder et garder ça dans votre tête, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut les mettre en pratique, seul ou avec les autres, ceux qui peuvent le faire sur le terrain. Merci pour ce témoignage, Youssouf. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Tchokouba Kondé, je suis en Guinée, en République de Guinée, dans la région administrative de Farana. Voilà, donc moi aussi je vis dans une ONG, l'ONG qu'on appelle Guinée Développement Rural et Environnement. Donc depuis 2000, nous avons créé notre ONG. Donc moi je donne juste un exemple par rapport à la préoccupation de notre collègue camerounais qui vient de poser une question importante, donc selon vous, auquel vous avez répondu que ça ne sera pas facile pour vous, l'UNC est que soit une force ou bien soit une faiblesse. Alors, nous, ici, nous sommes en Farana, région administrative de Farana, mais aussi nous évoluons dans une autre administrative de Kankan, c'est-à-dire en Haute-Guinée. Donc, la question du sol, il y a on a commencé à travailler en 2021 et actuellement, à travers nos initiatives, aujourd'hui, nous sommes accompagnés par une ONG suisse qu'on appelle Arborize. Donc,
cette année, on doit arriver à notre objectif. Donc, notre objectif est que de reforester 1500 hectares. Donc, 1500 hectares, là, on fait ça, on ne peut pas ça en ville, dans les villes, c'est dans les villages. Donc, 26 villages. Donc, 26, c'est 1500 hectares. Nous avons arrivé dans un village, la communauté de la terre. Avec ça, nous allons reboiser comment nous reboisons. Hein? Oui, c'est-à-dire les arbres qui sont chez nous. On n'importe pas les plants, on n'importe pas non plus les graines. Donc, nous allons récolter les graines de chez nous. On sème ça chez nous. Donc, pendant la saison, que ce soit pendant la saison sèche ou pendant la saison pluvieuse, parce que la technique et la méthode technique qu'on a adoptée en première position, cela a échoué. Donc, nous, chez nous, la terre guinéenne n'accepte pas une autre formule, sinon que la forme naturelle. Donc, quand on récolte la graine ou les graines des arbres, on sème comme ça et ça pousse comme ça. Comme on a compris, c'est ce que nous allons continuer. Donc, arrivé dans chaque village, on va installer un comité, le comité de gestion de cette forêt. Nous allons former ce comité-là. Donc, le comité comprend 17 membres, 9 femmes et 8 hommes. Donc, c'est notre propre politique. Hein? Donc, parce que avec l'activation, la motivation des femmes, les hommes vraiment vont se démerder, vont fournir des efforts aussi pour ne pas être déçus devant leur propre épouse dans les villages. Donc, on les forme sur toutes les thématiques, hein, comment nous allons faire la reforestation, comment protéger la forêt, comment installer la haie vive, c'est-à-dire, hein, nous avons la pare-feu et comment installer les pare-feux et comment installer les pare-feux. Donc, au fait, avec toutes ces techniques-là, nous avons parvenu à faire ceci. Donc, peut-être ce que moi, je vais proposer à UCN, au patron, c'est de nous aider à avoir des modules de conservation, sur la conservation, sur la protection de notre environnement, comme ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Donc, c'est avec une demande que je formule à l'endroit de nos patrons. Mais quand même, maintenant, en Guinée, en République de Guinée, parce que la Guinée est un château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique occidentale. Donc, actuellement, les paysans, les villageois ont fini de couper tous ces arbres afin de cultiver, hein, riz, manioc, patates, arachides, maïs, tout. Donc, on est en train de voir la politique, comment on peut maintenir une telle forêt pour que le nom là reste maintenu. Donc, si je prenais la parole, c'était juste ça. Je vous remercie. Merci Sekouba. C'est un super exemple de ce qui peut être fait localement. Bon, toi, tu as la chance de travailler dans une ONG, donc évidemment, ça donne des moyens, c'est pas tout le monde qui est dans une ONG, mais même en tant qu'individu, on peut faire quelque chose. On peut ne pas planter 1500 hectares, mais on peut planter 1 hectare. On peut planter un arbre, 2 arbres, 5 arbres, 10 arbres. On peut sensibiliser une personne, 2, 5, 10, un enfant, 3, une école, etc. Donc, chacun peut porter au-delà de ce qu'il a reçu et ça permet la diffusion. Donc ça, c'est un super exemple de ce qu'on peut faire. Alors évidemment, avec une ONG, c'est plus simple. Juste, je rebondis sur ce qu'a dit Sekouba pour dire, et
c'est dans la continuité de sa demande, qu'en 2023, si tout va bien, on fera justement des cours spécialisés, on développera une offre de cours spécialisés qui viendront s'ajouter au MOOC, ça sera de la même plateforme, mais sur des thèmes précis. Alors, par exemple, on n'a jamais fait évidemment, ce n'est pas directement notre boulot, mais on n'a jamais fait un cours sur la reforestation et comment il faudrait le faire pour que ça soit bien fait, etc. Bon, j'imagine qu'il y a des gens super bons qui savent faire ça. Moi, personnellement, non. Mais on trouvera les personnes qui vont bien pour faire ce type de cours. Donc, pour répondre à sa demande, est-ce qu'on pourrait faire des formations, etc. Oui, c'est exactement ce qu'on va faire l'année prochaine. On nous a demandé, par exemple, sur la restauration des mangroves. On pourrait faire des cours plus précis sur le suivi écologique, non pas le MOOC suivi écologique qui couvre de façon un peu générale le sujet, mais rentrer dans les techniques de comptage à pied, les techniques de comptage aérien. Bon, ça, c'est peut-être un peu excessif, etc. Mais enfin, on va développer des cours plus précis, plus ciblés sur un certain nombre de sujets qui seront identifiés avec vous. C'est-à-dire qu'on va faire un appel et qu'on va essayer de choisir les sujets qui intéressent. Donc, pourquoi pas celui-ci, la reforestation, etc. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage et ce partage d'expérience depuis la Guinée, même si la connexion était un peu difficile. Alors, ouais. Monsieur, oui, une de mes préoccupations n'a pas été répondue. Oui. Par rapport au cours, moi, je parle le document électronique. C'est que les MOOC que nous sommes en train de suivre maintenant, depuis fort longtemps. Donc, si je pouvais avoir ce document-là sur mon mail, donc c'est de cela que j'ai sollicité, d'avoir. Tout le MOOC, c'est par essence, il est en ligne. Donc, tu peux aller chercher sur la plateforme et télécharger toutes les vidéos, par exemple. Donc, tu peux récupérer ça sur ton ordinateur, ton téléphone, ton mail, tu appelles ça comme tu veux. Mais par contre, nous, on ne peut pas envoyer à chaque personne qui s'inscrit quelque chose, puisque pour une bonne et simple raison, c'est que vous êtes 9000. Donc, on ne peut pas traiter individuellement chaque étudiant. On peut envoyer un mail commun à 9000 personnes, ce qu'on a fait par exemple pour vous informer de la tenue de cette discussion aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, on ne peut pas envoyer 9000 mails avec à chaque étudiant le cours ou la partie de cours ou la vidéo qu'il lui faudrait, etc. Donc, tout est en ligne, tout est accessible, tout est gratuit, tout est ouvert. Vous pouvez tout charger, tout prendre. Enfin, on ne peut pas faire plus. Je veux dire, c'est un peu comme si vous alliez sur Google, vous tapez quelque chose et vous chargez ce que vous voulez. Mais on ne peut pas, par contre, ensuite répondre à chaque demande de chaque étudiant. Ce n'est juste pas possible. Encore une fois, à la fin du mois, on aura formé, normalement, si tout va bien, 100 000 personnes. 100 000. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire 100 000 emails avec chaque fois un contenu individualisé. Ce n'est pas possible. Voilà. Par contre, ce que je peux juste ajouter, c'est que un peu de personnes se rendent compte, mais dans l'onglet ressources, il y a le book que vous pouvez télécharger. C'est une version PDF du cours. Donc, c'est un résumé, ce n'est pas l'intégralité, mais si c'est quelque chose que vous voulez avoir sur vous, sous forme de rappel ou de fiche, c'est peut-être un bon outil à télécharger et à garder sur vous. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Monsieur Geoffroy, bonjour. Merci pour le travail que vous abattez depuis très longtemps. Je suis Kokwa ici du Bénin. J'ai rattrapé la formation il y a peu. J'avoue que j'apprécie le contenu et c'est très enrichissant. J'avais entre-temps manifesté mon désir de le propager, d'informer les gens qui m'entourent. Je rappelle que d'origine, je suis naturaliste de formation. J'ai fait les sciences naturelles. À la découverte de cette formation, j'étais impressionné. J'ai dû faire des contacts pour pouvoir être un relais sur le terrain, donc les fameux ambassadeurs. Je me suis rapproché de quelqu'un aussi ici au Bénin. Je crois que j'en ai discuté avec madame et celle qui assure la technique de cette séance. Mais j'avoue que ce qui ne m'a pas motivé,
c'est un système de sous-ambassadeurs qui est installé ici au Bénin, qui ne motive pas guère. Parce que vous vous rapprochez de quelqu'un, vous voulez lui parler de quelque chose, vous voulez implémenter, vous voulez expérimenter, vous voulez conseiller, on vous demande qui vous êtes et ainsi de suite, vous dites que vous êtes sous-ambassadeur. Est-ce que les sous-ambassadeurs sont reconnus par l'UCN? C'est ce que je voulais savoir. Donc, pour moi, telles que les conditions sont énumérées, pour être ambassadeur, dès que quelqu'un répond à ces conditions et qui a le besoin, il ne faudrait pas le maintenir dans un système de sous-ambassadeurs sous prétexte que ça marche bien. Ça ne leur part. Et je crois que être ambassadeur, c'est la seule motivation qu'on peut avoir dans ce qu'on est en train de faire. Nous mettre sous-ambassadeur, bon, moi, je ne sais pas à quelle logique cela a été instauré. Donc, excusez-moi, j'en avais discuté. J'avais même dit que je continue d'ailleurs mon chemin et je me suis rendu compte que ça ne servirait à rien de faire une formation du genre et de dire qu'on reste dans son couloir et qu'on continue son chemin. Et je voudrais, à l'occasion de cette webinaire, que vous vous prononcez sur la question, que vous voyez un peu. Moi, je suis allé demander à celui qui a mis installé le système de sous-ambassadeurs, mais est-ce que les autres qui sont là, comment appelle-t-on, ne réunissent pas les conditions d'être ambassadeur? Il dit oui, mais pourquoi ne pas être ambassadeur? Est-ce que le nombre d'ambassadeurs est-il limité? Bon, si ce n'est pas limité, pourquoi les maintenir dans ce système-là? Est-ce pas possible de les laisser postuler, devenir ambassadeur et avoir le réseau des ambassadeurs du Bénin? Merci beaucoup. OK. Madeleine? Oui. Alors, juste l'objectif des MOOC n'est pas de devenir ambassadeur. Déjà, premier point. Si vous faites un MOOC, ce n'est pas pour devenir ambassadeur, c'est pour vous former et d'acquérir un certain nombre de compétences qui peuvent vous aider dans votre travail, dans vos études, etc. Ensuite, Kevin, qui est l'ambassadeur au Bénin, nous a rejoint en 2019 déjà, et c'est un excellent ambassadeur, et le système qui fonctionne le mieux pour lui, et pour nous, finalement, c'est d'avoir un référent au Bénin qui gère des sous-ambassadeurs dans les différentes villes du pays. Ça fonctionne très bien. Ces personnes discutent avec lui, nous font remonter les problèmes, et nous les font remonter ensuite. Donc, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas dans chaque pays, pour le moment, on a un système différent, mais on avance de plus en plus vers ce modèle de sous-ambassadeurs, tout simplement parce que on va finir par gérer autant d'ambassadeurs qu'il y a d'étudiants. Si ça continue comme ça, parce que ce réseau ne fait que grandir. Donc, il faut arriver à une solution qui soit durable, qui soit gérable pour moi, parce que je suis la seule à gérer les ambassadeurs. Et si je me retrouve en plus des autres activités à gérer 1000 ambassadeurs, ce n'est pas du tout gérable. Et ça, finalement, l'objectif de ce réseau d'ambassadeurs, mais finalement, ne sert plus à rien, parce que l'objectif, c'est d'avoir un représentant local qui fait remonter les problèmes et qui aide les étudiants locaux. Et si finalement je me retrouve avec 1000 ambassadeurs, autant ne pas en avoir du tout. Donc, c'est tout simplement ça. Et Kevin fait ça extrêmement bien. Il est très actif, il fait même les tournées du Bénin souvent. Dans les différentes institutions, il communique avec ses sous-ambassadeurs et je laisse la main à ce genre de personnes, parce que je lui fais confiance, je lui laisse la main à gérer son réseau comme il l'entend. C'est très simple. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, Oui. Juste pour compléter, je pense qu'on a mis en place un certain nombre de règles, d'ailleurs avec les ambassadeurs, parce qu'en fait, ces ambassadeurs, ils sont volontaires, donc nous, on essaie de les aider. Après, il y a plein d'initiatives qui naissent dans les différents pays. Donc, comme l'a dit Madeleine, d'un pays à l'autre, ce n'est pas vraiment le même fonctionnement, mais ce n'est pas grave. On n'a pas enfermé cette initiative dans des règles. L'idée, c'est que ça fonctionne bien. Donc, on essaye de faire en sorte qu'un ambassadeur ne reste pas trop longtemps ambassadeur, justement pour laisser de la place à des nouveaux venus, parce que ça, c'est quand même important. Donc ça, on en a discuté avec le réseau d'ambassadeurs et maintenant, il commence à y avoir un changement régulier d'ambassadeurs, etc., pour pas que quelqu'un reste pendant 10 ans. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais compléter sur ce qu'a dit Madeleine, c'est que je pense peut-être que le terme de sous-ambassadeur est peut-être pas, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt co-ambassadeur. C'est plutôt quelqu'un qui aide l'ambassadeur. Il n'y a pas une hiérarchie. Mais par contre, pour nous,
comme l'a dit Madeleine, on ne peut pas avoir dans un pays, il pourrait très bien y avoir 50 ambassadeurs, entre guillemets, dans un pays, mais nous, il nous faut un référent, parce qu'on ne va pas parler avec 50 ambassadeurs, parce que comme le dit Madeleine, multiplié par 50 pays, ça ferait 250 personnes, et on va perdre le message. C'est-à-dire que autant on a une relation directe et active avec une ou deux personnes, ça dépend. Il y a quand même des pays où il y en a quelques ambassadeurs, parce que c'est des très grands pays, mais il faut garder ça. Et qu'ensuite, à l'intérieur du pays, la discussion se fasse entre les gens, que vous appeliez co-ambassadeur, ambassadeur bis, sous-ambassadeur. Enfin, ça franchement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que chacun puisse contribuer au réseau. Ça revient à la discussion qu'on avait avec Sekouba, avec Bella tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin, pour atteindre encore plus de gens, etc., être encore plus utile? Nous, on ne peut pas organiser toute la chaîne jusque tout en bas et atteindre la dernière personne. C'est le réseau d'ambassadeurs. Dans chaque pays, il peut se créer un réseau. Ils peuvent avoir différentes formes. Il y a des pays qui s'organisent en associations, etc. Mais nous, l'important, c'est que nous, Madeleine et moi, qui sommes que deux, on puisse gérer ça. Et pour qu'on puisse gérer ça, il nous faut un nombre limité de référents. Donc, c'est pour ça que dans chaque pays, on a un ou deux ou trois personnes référentes, mais pas au-delà, parce que sinon, on ne peut plus. C'est juste pas possible et on perd la qualité du travail. Donc, après, c'est vraiment entre vous qu'il faut trouver la façon de vous partager l'espace, le temps, les responsabilités. Il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui s'occupe des universités quand quelqu'un s'occupe plutôt des villages ou des parcs ou des administrations. Enfin, on peut se partager l'espace d'un pays de plein de façons. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un tout au sommet. Et puis, et pour connaître un petit peu Kevin, je sais qu'il ne va pas chercher à être le chef d'un réseau. Il va juste faire en sorte que le réseau fonctionne. Donc, il faut que chacun trouve sa place à l'intérieur de ce réseau. Voilà. Oui, excusez-moi. Vas-y, Coco. Oui, tout à l'heure, j'ai écouté Madeleine et j'ai bien envie de dire, mais en réalité, le souci d'avoir un seul représentant ne dérange pas. Mais quand j'ai eu à échanger un peu avec elle, c'est quand elle me dit au fait que tant que le système fonctionne bien, qu'elle ne nommera plus d'autres ambassadeurs. Je me dis, moi, je n'ai pas pris ça autrement. Et ce n'est pas ça l'objectif du MOOC, je suis d'accord, mais pour un étudiant qui manifeste sa volonté et qui réunit les conditions pour être ambassadeur, pourquoi ne pas nommer autant qu'il en faut et envoie un responsable peut-être qui est un répondant dans la zone, que de 10 sous-ambassadeurs. Le thème est dévalorisant. Au fait, c'est pour moi ça. Moi, personnellement, c'est dévalorisant. Ce n'est pas motivant. Et quand c'est comme ça, je vous dis, ce n'est pas encourageant. Si vous en nommez comme vous voulez, ou bien le nombre qu'il faut peut-être, et vous déléguez quelqu'un qui est le répondant, là, on peut comprendre. Sinon, voilà. Le reste, ça ne gêne pas. Donc, non, mais c'est ça. D'accord. Oui, c'est plus. Mais je comprends. Mais l'idée n'était pas de dire il y a un ambassadeur chef et des sous-ambassadeurs. Enfin, Madeleine, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Il y a des gens qui travaillent ensemble. Donc, chaque pays va trouver sa dénomination. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, on ait un répondant. C'est ce qu'on a. Donc, on a quelque part une liste d'ambassadeurs. Par exemple, vous voyez tous les mois, si vous lisez l'ANAPA, il y a la liste des contacts vers ces ambassadeurs. Bon, s'il y a 1000 ambassadeurs, il faudra toute l'ANAPA juste pour mettre les contacts des ambassadeurs. Ce n'est pas ça qu'on veut. Il faut que quelqu'un qui est au Cameroun, il sache qu'il peut demander à une personne du Cameroun et ensuite va lui donner les autres contacts. C'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle ambassadeur. C'est vraiment le sens du mot d'ailleurs. Oui, pourquoi pas, ambassadeur associé. Enfin, ça, chacun peut trouver son appellation. Et je comprends que moi, je n'ai jamais employé le mot de sous-ambassadeur personnellement, donc je suis même surpris de l'entendre. Donc, il n'y a pas de sous-ambassadeur, pas plus qu'il y a de sous-étudiants et de sur-étudiants. Vous êtes tous pareils. Mais nous, pour des raisons d'organisation, on a un référent. Et après, au Bénin, où il y a beaucoup de demandes, par contre, Coco, il faut bien que tu comprennes que des demandes pour être ambassadeur au Bénin, on a bien dû en recevoir 50. Donc, on ne va pas donner… Et ils sont tous éligibles, Donc, on ne va pas avoir 50 personnes qui deviennent, entre guillemets, ambassadeurs. Donc, il y a un référent et ensuite, vous vous organisez
c'est comme ça que ça va fonctionner. En tout cas, merci de ce témoignage parce que ça nous permet de soulever le sujet qui certainement concernait d'autres personnes. Michel et ses collègues. Vous m'entendez? Oui. Okay. Et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Et je profite de cette occasion pour poser mes questions liées aussi à la réalité de mon pays. En fait, moi, je travaille au compte d'une organisation internationale nommée la WCF, Chimpanzé Fondation. C'est une organisation qui est dans le cadre de la protection de l'environnement. Et actuellement, nous sommes en fusion comment on appelle ça, d'un parc le parc national de Moyen. Ouais, Michel, attends, parce qu'on ne t'entend pas là. C'est très compliqué. La connexion est mauvaise. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais j'ai compris l'esprit de la question, en tout cas. Donc, Michel est dans le moyen, en Guinée, dans le moyen Bafing, OK, pourquoi pas, dans un parc, et ils font de l'agroécologie, très certainement, autour du parc. Et c'est une question récurrente, en fait, de ces forums, mais aussi en ligne ou sur Facebook, sur comment concilier le développement local et la conservation. Donc, je réponds de façon générale. Je m'excuse si j'ai mal compris l'intégralité de la question, mais enfin, là, c'était difficile. Mais dans ce type de questions, on répond toujours la même chose. Bon, d'abord, une aire protégée et certaines aires protégées n'ont pas d'activité humaine. Donc, et elle ne le nécessite pas. Hein, donc, la question ne se pose pas. Une aire protégée n'est pas forcément un lieu où il y a un besoin de développement. Il ne faut pas exagérer. Il y a des tas d'aires protégées où il n'y a pas d'activité humaine et c'est très bien comme ça. Et puis, il y a aussi des aires protégées où il y a de l'activité humaine, que ce soit directement à l'intérieur ou en proche périphérie. Et il va falloir concilier le développement et la conservation. Et c'est l'agroécologie, par exemple, c'est une technique qui va permettre de favoriser des cultures et de l'agriculture tout en respectant un peu mieux l'environnement que des techniques traditionnelles de production. Mais bon, on est là, on n'est pas vraiment en train de parler d'agriculture et de pratiques culturales, on est en train de parler de conservation de la nature et comment cette conservation de la nature peut servir à la nature et aux utilisateurs de la nature qui seraient des populations périphériques et pas que, pas n'importe quel utilisateur de cette nature. Il ne faut pas tomber dans le travers et dire, enfin en tout cas, ce n'est pas ce que je vais vous dire, les aires protégées sont là pour que la population puisse y faire de la culture de coton, de manioc. Non, ce n'est pas ça. Les aires protégées sont là pour protéger la nature. Et alors, soit on les supprime parce qu'on n'a pas envie de protéger la nature, soit on les garde parce qu'on a envie de protéger la nature. Je me fais un petit peu provocateur exprès, mais la nature première d'une aire protégée, comme vous le savez pertinemment, puisque vous avez étudié la définition, c'est de conserver la nature. Donc, il faut, quelles que soient les activités qu'on va faire, et elles peuvent être des activités de développement, mais elles sont d'abord des activités de conservation de la nature qui peuvent s'accompagner d'actions de développement du moment qu'elles ne contreviennent pas à la conservation de la nature. Donc l'agroécologie, ça fait partie des panoplies d'outils qu'on peut utiliser en périphérie, voire à l'intérieur d'une aire protégée qui prévoirait qu'on fasse un peu d'agriculture dans certains espaces, mais globalement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même de conserver la nature et, si possible, de faire en sorte qu'elle participe, que cela participe au développement local, au développement national ou à la conservation internationale, etc. Mais il ne faut pas inverser les logiques. Il y a des forums pour parler de culture, de développement, de planter du maïs, du manioc, du mil. Ça, il y en a plein. Il y a plein d'ONG qui s'en occupent. Ici, on parle de conservation. Et cette conservation, elle a un coût et elle a aussi un coût économique et social. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut l'accepter ou le refuser, mais on ne peut pas juste faire comme si ce n'était pas le cas. OK. Désolé, Michel, on t'entend très, très mal. La connexion est très mauvaise. Donc, je ne peux pas te
te redonner la parole parce que ça ne va pas le faire. Ouais, Youssouf. Est-ce que je peux avoir un petit temps pour apporter une petite précision, s'il vous plaît? Parce que tout à l'heure, j'ai eu Vas-y. l'impression d'écouter en fait que vous étiez en train de vouloir faire une dissociation entre la protection de la nature et le développement d'un certain nombre d'activités autour d'un certain nombre d'activités ou de pratiques. Pour moi, aujourd'hui, pour avoir vécu en fait la dégradation d'un certain nombre de paysages ou la dégradation d'un certain nombre d'aires protégées, au vu de l'intensification des activités humaines et aussi au vu de la pression que ces personnes sont en train de mettre sur ces ressources qui sont censées être protégées. Moi, je pense que ce sont des questions qui ne devaient pas être dissociées. Et pour moi, je pense aussi que ce MOOC, peut-être d'ici 2-3 ans, devrait aller dans ce sens, dans le sens de la création d'un système d'intégration des deux parties. Si je prends par exemple le cas du Cameroun, où nous sommes aujourd'hui dans une zone où il y a une forte pression sur les aires protégées, il y a une forte pression sur les aires protégées qui se fait ressentir même sur le mouvement des populations animales qui existent dans ces aires normalement qui ne devraient pas. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une forte interaction entre l'homme entre l'homme et les animaux. Et on voit aussi que des personnes ont tendance à aller pour des soucis de manque de moyens ou bien de manque de ressources, ont tendance à aller puiser dans ces ressources, des ressources dans ces aires protégées-là. Donc, pour moi, je pense que dissocier les deux questions, c'est en fait résoudre un seul problème sans toutefois attaquer la base. Donc, je pense si aujourd'hui on va penser, si on va mettre en place un processus dynamique, un processus de protection, il faudrait qu'on attaque le problème à la base. On essaye de mettre en place, de développer un certain nombre d'activités génératrices de revenus pour ces populations, pour qu'ils puissent vivre sans toutefois impacter les aires protégées. Et cela passera justement par le développement de nouvelles pratiques agricoles, le développement, par exemple, des activités génératrices de revenus, le fait de sortir ces populations qui sont généralement agricoles, leur faire sortir du cycle de la pauvreté à travers la mise en place peut-être des petites micro-finances ou bien des petites micro-trésoreries au niveau communautaire. Donc, cela permettrait de conserver aussi ces aires protégées là. Ça reste ma vision et parce que peut-être moi je vis la situation aujourd'hui. Donc dire que nous sommes sur une plateforme où on va parler des aires protégées et qu'il y aurait d'autres plateformes où on parle des pratiques agricoles et autres, pour moi je pense que aujourd'hui le contexte à notre niveau aujourd'hui en Afrique peut-être subsaharienne ou voire au Cameroun, c'est en fait, nous vivons de cela, quoi. Donc, peut-être, oui, apprendre de nouvelles techniques de protection de la nature, oui, mais chercher aussi à côté comment allier, mettre en place ce genre de programmes qui vont protéger en même temps les ressources et protéger aussi les moyens d'existence des populations pour qu'elles ne soient pas dépendantes des aires que nous sommes en train de protéger. Sinon, il y a des discours des personnes qui disent aujourd'hui pourquoi conserver si nous on ne parvient pas à manger, nous on ne conserve pas. Donc, comment faire face à ces personnes? Donc, c'est ça. Youssouf, merci. Non, mais je crois que c'est clair. C'est une discussion qu'on a à chaque fois et elle est logique. Je n'ai pas dit qu'il fallait dissocier le développement de la conservation. J'ai juste dit qu'il ne fallait pas les mélanger. Et en l'occurrence, tout un tas d'aires protégées, et je le dis à tout le monde, il faut aussi vous extraire du vécu, du simple vécu que vous avez. Comme tu nous l'as dit, tu fais référence à ton expérience, mais il y a 270 000 aires protégées sur la planète. Dans tout un tas de pays, il n'y a pas de développement de population locale autour des aires protégées. On est à d'autres stades et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il ne faut pas juste ramener toujours la discussion sur les aires protégées à
il faut qu'elles nourrissent les populations locales. Il y a tout un tas d'aires protégées, que vous le vouliez ou non, où il n'y a pas de population locale. C'est d'ailleurs dans le cours, c'est le premier module du MOOC-GAP où on expose, par exemple, les 6 catégories. Et dans ces catégories, il y a des aires protégées où la nature est protégée strictement et tout simplement parce qu'il n'y a aucune utilisation qui en est faite. Donc, mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire du développement quand on peut ou on doit le faire, mais de ne pas toujours dire oui, ben, les aires protégées doivent servir à nourrir la population, tout simplement parce qu'il y a des aires protégées où il n'y a pas de population à nourrir. Donc, dans ces aires protégées, on va faire de la recherche, on va faire du suivi écologique, on va faire d'autres choses, peut-être du tourisme, mais en tout cas, on ne va pas nécessairement être dans la situation où, comme tu l'as très bien décrit, une population peut dire bah, pourquoi est-ce que je protégeais alors que j'ai faim? Il y a ce type de situation que tu connais, et c'est vrai qu'en Afrique, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça aussi en Afrique. Il ne faut pas croire que toutes les aires protégées sont des territoires où il y a des populations qui attendent de manger. Ce n'est pas vrai. Ça serait trop réducteur. Il y a 6 catégories d'aires protégées. C'est bien pour ça qu'elles existent, pour pouvoir classer les différentes aires protégées. Et il y a un certain nombre d'aires protégées où on ne fait pas d'activité humaine et où on n'a pas à le faire. Donc, c'est ça mon propos. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas non plus faire d'activités agricoles ou de projets ou de générateurs de revenus, etc. etc. C'est ce qu'on fait dans les aires protégées. Mais ça n'est pas que ça, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on revient dans les différentes questions, on revient toujours à nous dire, oui, ben bon, est-ce qu'il ne faudrait pas faire, par exemple, de l'écoécologie? Ben non. Essayons de parler de ce qui concerne les aires protégées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'agroécologie autour des aires protégées, mais dans notre communauté qui s'occupe d'aires protégées, essayons de parler des sujets d'aires protégées. Ça peut être le suivi écologique, ça peut être la protection de l'environnement, les lois, les nouvelles technologies, etc. Bon, pas toujours s'enfermer dans le discours qui est un petit peu réducteur, qui serait qu'il faut faire des aires protégées un outil de développement. Les aires protégées sont avant tout, je suis désolé, ça peut vous déranger, mais sont avant tout un outil de conservation, parce que sinon, c'est tout le reste. Les aires protégées en Afrique couvrent 13-14% du territoire, ça veut dire qu'il y a 86% du reste du territoire où on fait justement du développement des activités anthropiques, des infrastructures, etc. Bon. Donc, il y a ces 14% où on fait du développement, mais on va le faire différemment, parce que justement, la vocation première d'une aire protégée, écoutez, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est de faire de la conservation avec ensuite tout un tas d'autres aspects. OK? Donc, mais c'est un vrai débat. L'exemple que tu nous donnes est tout à fait juste. Il y a des tas d'aires protégées où il faut faire de la conservation et du développement local, où il faut développer des ressources, où il faut développer des activités génératrices, où il faut utiliser les ressources naturelles si on peut, le miel, les bambous, les pailles, les plantes médicinales. Oui, bien sûr, partout où on peut le faire et où il faut le faire parce qu'il y a des populations qui attendent, on le fait, et autant que possible en tout cas. Mais il y a tout le reste, c'est ça que je voulais mentionner, tout un tas d'endroits où on peut quand même faire de la conservation de la nature et se consacrer. Il y a plein d'îles, il y a plein de côtes, il y a plein d'AMP où on fait de la conservation sans forcément avoir des questions urgentes et compréhensibles de développement local à gérer en plus de ça. Voilà. Donc, j'ai essayé juste d'élargir la vision qu'on peut avoir des aires protégées qui sont aussi tous ces territoires divers qu'on classe dans les 6 catégories. OK? Bon, on est arrivé au bout. Peut-être on peut donner la parole à la dernière main levée, Mohamed, de façon brève. OK, bonjour. Ici, c'est Mohamed Mindiri. Là, je suis aux Comores. Les Comores, c'est des îles au niveau de l'océan Indien. Et là, je suis sur l'une des îles, la petite île de Comores qui est l'île de Moélie. Moi, en fait, je travaille au niveau de l'aire protégée. La première aire protégée de Comores, qui est le parc national de Moélie. Donc, c'est une aire protégée qu'on est parti d'une aire protégée marine en 2001. En 2001, c'était une aire protégée marine, ça s'appelait le parc marin de Moélie. Et qu'en 2015, on est arrivé à classer de passer d'une aire protégée marine à une aire protégée terrestre.
c'est-à-dire en intégrant la gestion des bassins versants et la forêt de la Crète dans la gestion du parc marin. Donc là, on a associé la partie terrestre et la partie marine, une chose très, très importante. Donc, et on avait aussi une vision. La vision, c'est quoi? C'était depuis la création de l'aire protégée en 2001, on avait une vision de classer l'île de Moélie en réserve de biosphère. Donc, et là, on est arrivé parce qu'en 2020, on a réussi à classer la réserve de l'île de Moélie, auquel on avait l'aire protégée, qui est partie d'une aire protégée marine à une aire protégée nationale, parc national, en 2015. Et en 2020, on a pu classer l'île en réserve de biosphère. Donc, pour nous, c'est une réussite par rapport à tout ce qu'on vient de dire là. C'est une île auquel on a quoi? On a une population, parce qu'actuellement, on est à 50 000 habitants au niveau de l'île. Mais ce qui fait bien les choses ici, c'est l'approche. Parce que nous, c'est l'approche de cogestion. Donc, on associe tout le monde. L'aire protégée est gérée d'une manière cogestionnaire. Les populations sont cogestionnaires dans l'aire protégée, ce qui fait que quand même on arrive à protéger. Parce qu'on a même des approches qu'on utilise pour la restauration des sols, bien sûr, dans des endroits où il y a déjà une population. C'est une population qui a vocation agricole et pêche. Donc, il y a quand même des destructions qui se font. Mais nous, on a quand même des approches qui sont très importantes, auxquelles c'est des trucs auxquels on doit les partager, parce que nous, on fait ce qu'on appelle des DRS, des défenses et restauration des sols. Ça nous permet d'accompagner les agriculteurs pour la restauration de leur sol et de diminuer les défrichements. Parce que Moélie, c'est petit, c'est 210 km, c'est 210 km carrés, une île de 210 km carrés qui vit à peu près 50 000 habitants. Donc, si on laissait, ça allait être vraiment du catastrophe. Donc, je trouve que ça, c'est l'approche, parce que là, quand on a entendu les interventions des collègues là, je trouve que ce qui est important, c'est les approches. On doit quand même avoir des approches et échanger même les approches. Parce que je trouve des endroits où il y a une aire protégée auquel il y a une population, mais la façon dont les choses sont gérées, c'est là où ça pose un problème. Donc, si vraiment on échange, nous qui sommes dans le groupe, là, on échange quand même les approches qu'on utilise et les utiliser. Certainement, ça peut coller dans d'autres endroits, dans d'autres aires protégées. Mais personnellement, je trouve que nous, l'approche de cogestion qu'on a utilisée, c'est une approche qui a été initiée par l'ICN en 2001. C'était vraiment c'était dans le cadre de l'expérimentation. Et pour nous, c'est une réussite. Et ça nous a permis actuellement de créer d'autres aires protégées au niveau des autres îles en utilisant uniquement l'approche de cogestion. Donc, je trouve que c'est des packages auxquels on peut quand même échanger avec certains collègues qui travaillent dans les aires protégées et que ça pourrait quand même nous aider sur ça. C'était ça mon intervention. Merci, Mohamed. Ben oui, c'est exactement ça. Et ça nous ramène à un vrai sujet qui est d'ailleurs été un peu couvert par les intervenants précédents. Hein. C'était Kouba ou Youssouf, qui est la gouvernance, en fait. Donc, souvent, on confond la gouvernance et la gestion. Et donc, on confond les solutions qu'on va mettre en place avec par exemple les populations, l'agroécologie ou autre, avec en fait les modalités de décision pour les mettre en place. Ce qui compte le plus, et c'est exactement ce que nous décrit Mohamed, c'est cette phase de gouvernance, c'est-à-dire que tout le monde soit associé, enfin tout le monde,
toutes les parties prenantes qui ont un intérêt dans l'aire protégée et sa périphérie puissent être associées pour choisir ensemble les meilleures solutions. Les meilleures solutions vont être parfois de la mise en exploitation, du développement, parfois ça va être de la mise en défense. C'est le cas dans beaucoup d'aires marines où les populations décident elles-mêmes justement de ne pas exploiter une ressource parce qu'elles veulent la conserver, mais ça existe aussi sur les aires terrestres, ça c'est pas le sujet. Donc, cette très bonne intervention de Mohamed nous a ramené au sujet principal de ces discussions où on a tendance à dire une solution technique mise ensemble, ça réglera le problème. Non, ce qui va régler le problème, c'est la capacité qu'on a à en discuter, à décider, à choisir la solution qui va permettre à tout le monde d'adhérer à ce qui est finalement l'objectif de l'aire protégée, c'est-à-dire sa conservation, avec telle ou telle opération de développement s'il y a besoin, si elle est justifiée, si elle fait sens, si elle contribue à conserver à la fois l'aire protégée et ses ressources et son potentiel. Donc, merci pour cette intéressante cet exemple intéressant, évidemment, dans un contexte tout à fait particulier. C'est clair que sur une île de 210 km² où il y a 50 000 habitants, l'aire protégée va devoir être un outil de développement. Et ça ne va pas être autrement. Après, une aire protégée en plein désert au fin fond du Niger, où à la limite, il n'y a personne qui vit avec, l'approche va être complètement différente. C'est ça que je disais tout à l'heure, se rappeler de la diversité des aires protégées, de nos 270 000 aires protégées sur la planète. Il y a quasiment autant de cas différents qu'il y a d'aires protégées. Donc, ne pas s'enfermer dans sa propre expérience en disant c'est comme ça qu'on devrait faire parce que c'est comme ça que je fais chez moi, mais plutôt se dire qu'est-ce que font les autres. Et exactement ce qu'a dit Mohamed, il faut partager et échanger. Qu'est-ce que font les autres que nous, on ne fait pas et qui finalement pourraient correspondre mieux à notre contexte alors qu'on est enfermé dans des schémas qui nous font penser qu'il faudrait faire ça ou ça, mais il y a d'autres solutions. On va fermer cette discussion. Samba, si tu as une question, tu la poseras par écrit parce que sinon on ne va jamais finir. Hein. Et puis, voilà, c'était le dernier chat de cette session. Encore une fois, la session reprend le 23 janvier, mais les inscriptions pour la prochaine session seront ouvertes dès le 12 décembre. Donc, vous pouvez vous réinscrire ou faire inscrire vos amis dès la mi-décembre. Je ne rappelle pas tout ce qu'on a dit, l'examen, les sessions. On fera le bilan, il sera dans la NAPA de janvier ou peut-être de février sur cette session, qui a été une bonne session, hein, plus de 9000 étudiants. Beaucoup de gens ont passé les examens, les attestations, donc ça c'est vraiment bien. On verra le certificat, combien seront inscrits et combien le passeront, ça c'est le 15 décembre. Voilà, on vous incite, et c'est sincère, hein, ce n'est pas une parole comme ça, à partager avec nous vos attentes. La discussion qu'on a commencée là, à la poursuivre hein, sur Facebook, sur les forums des MOOC. Enfin, il y a quand même plein d'endroits où on peut faire exactement ce que nous a demandé Mohamed, c'est-à-dire échanger, partager et construire communément, de façon commune, une expérience qui s'enrichit. Hein. Et je pense que l'enrichissement de toutes nos expériences est à la fois de recevoir l'expérience de chacun, mais que chacun reçoive l'expérience de tous. Hein. Parce que sinon, encore une fois, et pour faire beaucoup d'enseignements en salle avec vous, hein, je vois que beaucoup de gens ont une vision assez personnelle. Elle est juste, elle est importante, mais il y a autre chose qui se passe ailleurs. Il faut s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs pour justement pouvoir ensuite l'appliquer chez soi et ne pas rester enfermé dans les discussions qui sont toujours un peu les mêmes ou les solutions qui sont toujours un peu les mêmes. Et c'est logique, on connaît que ce qu'on connaît. Il faut aller chercher les autres choses. C'est aussi le but de ces MOOC. Madeleine, tu voudrais ajouter quelque chose? Juste, je vois beaucoup de personnes dans le chat demander d'être ajoutées à un groupe WhatsApp. Il faut contacter les ambassadeurs près de chez vous. J'ai envoyé le lien plusieurs fois. Contactez-les et demandez-leur à intégrer le groupe parce que on va vous ajouter à aucun groupe là. Et ensuite, cette vidéo est enregistrée, ce webinaire. Si vous avez des questions, envoyez-les par mail à mooc@ataco.org. On y répondra par écrit sur la même page où on change la vidéo. Donc, vous pouvez faire ça. Et juste un dernier point. Si voilà. vos attestations de cette session, téléchargez-les parce qu'à la fin de la session, on remet tous les examens à zéro, tous les compteurs à zéro, donc votre attestation aura disparu. Et donc, il faut télécharger l'attestation avant la fin de la session, dès que vous l'avez obtenue.
Voilà, Et juste, je si vois vous en là, avez besoin. oui, Samba, il y a un ambassadeur au Sénégal, c'est Oumi. Elle est à Dakar. Et son contact est sur le site. Voilà. Voilà, c'est toujours frustrant ces discussions parce qu'il faut bien les terminer, mais bon, c'est comme ça. Si on avait la chance d'être tous ensemble dans une grande salle, on passerait un moment formidable. Mais peut-être un jour, ça arrivera. En tout cas, pour le moment, on est bien obligé de faire en ligne et dans un temps limité. Merci mille fois d'avoir été là, d'avoir participé. Merci de suivre nos cours. Merci de les partager avec d'autres, parce que ça, c'est important. Et puis, on espère vous retrouver en janvier, février, mars, etc., pour continuer les cours. Encore une fois, on rajoutera un MOOC en 2023, on rajoutera d'autres outils. Et on est à l'écoute des demandes sur les sujets que vous voulez voir traités, parce que je m'applique exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je connais que ce que je connais. Et tout ce que je ne connais pas, ça peut venir que de l'extérieur. Donc, si vous avez des besoins, des requêtes, des sujets qu'on n'a pas traités ou qu'on a mal traités, qu'il faudrait qu'on traite et que vous voulez nous aider à traiter, il faut nous le faire savoir. Et l'année prochaine, puisqu'on est bientôt en décembre quand même, enfin, début 2023, on se mettra au boulot. OK? Voilà, merci beaucoup encore une fois. Au plaisir de vous retrouver quelque part sur la planète. Et je vous souhaite une excellente fin de session et une excellente fin d'année. Au revoir à tous. Bye, 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 bye.